Bonjour à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir invité une nouvelle fois pour ce salon de l'Ourama. Merci, même si c'est cette année à distance et sur un format un peu spécial. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés, je vais le dire comme ça, même si je suis pas là sur ce week-end-là, malheureusement. C'est pour la Confédération paysanne un salon qui fait complètement sens au vu de l'énergie qui est déployée, au vu de l'image qui est mise en avant d'agriculture paysanne et de relocalisation qu'on essaie de faire avancer partout et qui là, au cœur de ce salon et de ce beau Pays basque, met vraiment la pêche à chaque fois qu'on y vient. Si on regarde les dernières politiques agricoles communes, même les premières qui avaient été mises en place au niveau européen, à chaque fois, le fondement de la PAC, au départ, il est alimentaire. Il est bien alimentaire sur la sortie de la guerre, notamment, volonté des États européens de travailler en commun à avancer sur la sécurité alimentaire de tout le monde. Alors après, on n'est pas sur l'ambition d'une alimentation saine et de qualité, pas forcément, on est surtout sur une ambition d'une quantité alimentaire suffisante permettant de nourrir toutes les populations. Ensuite, au fur et à mesure des réformes, une fois que la sécurité alimentaire a été atteinte, plus ou moins, plutôt que de s'interroger justement sur une alimentation saine et accessible à tout le monde, ou sur des efforts environnementaux, ou sur des efforts sociaux, nos dirigeants européens ont préféré continuer dans cette course au volume, et plutôt que ce soit dans un objectif de sécurité alimentaire pour le territoire européen, ça a été pour un objectif d'export. Et donc, pour un objectif d'export, pour se battre sur le marché mondial, il fallait forcément avancer sur des prix bas, sur une course au volume, pour rechercher des parts de marché par l'industrie agroalimentaire. Donc, la question de la qualité de l'alimentation est quasiment pas abordée dans la politique agricole commune. Les aides sont massivement tournées vers la recherche de compétitivité, vers la course au volume, la course à la concentration, l'agrandissement, pour encore une fois avoir un accès au marché qui soit le meilleur possible pour l'industrie et le commerce agricole français et européen. Donc la question du choix de l'alimentation par les peuples européens n'est pas du tout non plus questionnée. On serait là pour le coup vraiment dans l'enjeu de la souveraineté alimentaire qui est la faculté des peuples et des États à mettre en place des politiques agricoles et de commerce leur permettant d'accéder à une alimentation de qualité pour toutes et pour tous. Donc les décisions sont beaucoup plus subies dans ces différentes politiques agricoles communes, subies par les citoyens et subies également par les paysans. À chaque fois, c'est l'industrie, le commerce, la FNSEA qui sont aux commandes, qui sont à la baguette pour mettre en avant des politiques alimentaires, des politiques agricoles, pardon, qui soient vraiment dans la direction de cette course au volume, de cette course au toujours plus à moins cher. Alors même si aujourd'hui, au travers de cette nouvelle politique agricole commune, de ce nouveau débat, il y a un débat citoyen, un débat public qui est mis en place notamment en France, c'est très difficile de faire sortir le sujet de la PAC, qui est pour le coup un sujet relativement technique, de le faire sortir du microcosme agricolo-agricole. Et c'est surtout une volonté et des politiques et de la FNSEA de le maintenir dans ce microcosme-là pour surtout pas le questionner au regard des enjeux sociétaux et des enjeux des citoyens. Alors pourtant, pour nous, ce serait complètement cohérent de le questionner au regard des citoyens. C'est le premier budget européen, c'est un des projets fondateurs de la PAC, de l'Europe, je veux dire, de la construction européenne. La PAC, la vocation alimentaire de l'Europe a été un fondement majeur de la construction européenne. Ensuite, vu que c'est le premier budget européen, c'est aussi les impôts des citoyens européens qui sont mis en commun pour un projet agricole. Donc ça ferait quand même sacrément sens que ce soit pas seulement un projet agricole, mais également un projet alimentaire et de territoire. Et ensuite, forcément, l'alimentation est quelque chose de vital pour toutes et pour tous, et donc ça engage chacun. Et le questionnement sur quelle politique agricole et alimentaire devrait être travaillé avec tout le monde.
Donc au contraire de servir cet intérêt général, on voit bien que la PAC continue à servir l'agro-industrie, le commerce, la finance, avec au service de tout ça une politique capitaliste et une politique néolibérale, avec comme objectif édicté depuis bien longtemps de réduire les coûts pour pouvoir être compétitif sur les différents marchés à l'export notamment. Donc réduire les coûts, ça veut dire réduire les coûts sociaux, avec de moins en moins de paysans, avec de la concentration, de l'agrandissement, cette course au volume qui fait qu'on essaie toujours de produire plus à moins cher. Réduire les coûts, c'est aussi réduire les coûts environnementaux, avec surtout pas de contraintes supplémentaires qui viendraient entraver ses capacités d'exporter plus et plus facilement. C'est ce qu'on entend beaucoup dans le syndicalisme majoritaire en France et en Europe. C'est ce qu'on entend beaucoup aussi chez les politiques qui sont en place dans nos gouvernements actuels et même passés. Et puis aussi objectif de réduire les coûts de l'alimentation. C'est toujours l'enjeu d'avoir une alimentation la moins chère possible qui arrive dans l'assiette des consommateurs. Sauf que au final, quand on y regarde de près, cette alimentation la moins chère possible dans l'assiette, elle coûte horriblement cher à nos sociétés en général. Elle coûte cher en termes de coûts sociaux, on l'a dit, avec la disparition des paysans et un chômage de masse qui n'est pas que lié à ça, mais l'exode rural a quand même sacrément alimenté le chômage de masse. Donc des coûts sociaux importants à gérer pour nos différentes sociétés, des impacts sur la santé avec une alimentation de piètre qualité qui sont importants, avec les effets de la malbouffe sur le diabète, sur l'obésité, sur la santé de manière générale. On peut le relever encore un peu plus facilement, j'allais dire maintenant, au regard de cette crise sanitaire, même si une agriculture paysanne relocalisée n'est pas un gage de ne pas être malade et de ne pas contracter le Covid, en tout cas, c'est un gage d'être en bonne santé et de pouvoir être plus résistant pour pouvoir affronter ce genre de pandémie-là. Et enfin, un impact forcément sur l'environnement avec des problèmes sur l'eau, des problèmes sur la fertilité des sols, sur l'agronomie qui est de plus en plus mise à mal par les différentes politiques publiques mises en place depuis de longues années. Donc aujourd'hui, très clairement, la PAC pour la Confédération paysanne, elle n'est ni sociale, elle n'est ni écologique, elle n'est ni alimentaire, elle ne répond globalement à aucun de ces enjeux-là de manière satisfaisante. Vu qu'on est dans un projet de réforme de la PAC qui devait normalement être finalisé en 2021, alors ce ne sera pas finalisé en 2021, tout a été plus ou moins repoussé, on aura peut-être une future PAC, une nouvelle politique agricole commune en 2023, il va falloir voir un petit peu comment ça va avancer. Et la question est vraiment, est-ce que la nouvelle réforme va amener des éléments positifs ou est-ce qu'on sera simplement sur un coup de peinture verte comme on a pu le dénoncer plusieurs fois? Alors déjà, cette réforme-là, pour nous, ce n'est pas une vraie réforme de la PAC. C'est-à-dire qu'on n'a pas rebrassé collectivement et en profondeur les différents objectifs et les différents mécanismes de la PAC. On est plutôt dans une adaptation de la précédente en gardant les mêmes principes. Les mêmes principes notamment d'aide à l'hectare qui sont le berceau, j'allais dire, de tous ces déséquilibres sociaux notamment, qui font qu'on a beaucoup de mal à faire bouger le monde paysan avec ces déséquilibres-là. Donc même principe aide à l'hectare, même principe d'une souveraineté alimentaire et d'une relocalisation qui ne sont pas suffisamment mises en avant dans ce projet-là, malgré tous les discours qu'on a pu avoir aussi bien au niveau français qu'au niveau européen sur ces questions-là. On voit bien que dans le projet de la PAC, on n'est pas dans une réponse à la hauteur au niveau européen, à la hauteur de l'enjeu de la souveraineté alimentaire. Pas non plus de nouveaux équilibres sociaux qui sont mis en avant dans ce projet-là. On pourrait attendre forcément un plafonnement des aides par actif et par ferme, pour avoir une vraie reconnexion avec la société, avec les citoyens, parce que c'est de plus en plus difficile à expliquer que des paysans touchent des aides, certains en touchent énormément, et pour ne pas réussir la transition écologique, pour ne pas réussir l'enjeu de souveraineté alimentaire.
Donc l'enjeu de plafonnement est pour nous quelque chose d'assez fondamental, en tout cas pour arriver à avoir une PAC qui soit toujours acceptée et co-construite avec les consommateurs et les concitoyens. Et pas de nouveaux équilibres sociaux non plus. On aurait pu attendre un, un, une avancée plus importante sur l'aide aux premiers hectares, qui sont un premier pas vers des aides à l'actif, on va dire. La seule petite chose qu'on espère voir aboutir un peu plus fortement, c'est ce qui s'appelle l'aide petit agriculteur, qui pourrait ressembler à une aide petite ferme, donc à une aide à l'actif sur les toutes petites fermes, sur les oubliés actuels de la PAC, schématiquement un maraîcher ou un GAEC en maraîchage sur 3 ou 4 hectares qui aujourd'hui touchent grosso modo entre 1000 et 2000 euros de la PAC sur le premier pilier, qui avec cette aide petite ferme pourrait espérer toucher la demande de la Confédération paysanne, ce serait entre 4 et 5 000 euros par actif sur ces petites fermes-là. Aujourd'hui, le dispositif, il est activé dans certains pays et il permet de toucher 1250 euros par actif. Donc ça ferait déjà quasiment 2500 euros pour une ferme à 2 actifs. Donc ce serait déjà plus intéressant. Après, on espère bien que le curseur sera mis encore plus haut que ça. Et ensuite, pas de nouveaux équilibres environnementaux. C'est-à-dire que dans la précédente réforme de la PAC, il y avait ce qu'on appelait le paiement vert, qui devait permettre une transition agroécologique du système agricole. Sauf que le paiement vert, il a été touché par 98% des agriculteurs français sans changer de pratique. Donc pour nous, c'est pas comme ça qu'on va faire évoluer les modèles. Il va falloir forcément avoir de nouveaux équilibres et il va falloir forcément avoir des contraintes qui soient imposées pour que certains perdent aujourd'hui pour pouvoir les obliger quelque part à évoluer demain. C'est arriver à manier intelligemment la carotte et le bâton. Pour nous, le bâton, ce serait dans le premier pilier les paiements pour services environnementaux qui devraient pouvoir juste financer des pratiques environnementales ambitieuses et permettant vraiment de préserver l'environnement et que celles et ceux qui ne toucheraient pas ces paiements pour services environnementaux puissent être accompagnés par le second pilier, qui est le pilier de la transition, pour pouvoir les faire passer de aujourd'hui je ne touche pas ce paiement pour service environnemental et à la fin de la programmation de la PAC, j'ai réussi à faire évoluer ma ferme, mon exploitation pour arriver à leur toucher parce que j'aurais fait évoluer mes pratiques. Et c'est bien comme ça qu'il nous semble qu'on arrivera à faire bouger le modèle. Donc pour nous, avant tout, pour arriver aussi à sécuriser quelque part cette transition, ce changement de modèle, faire passer les paysans de aujourd'hui, j'ai certaines pratiques qui sont ni socialement complètement dans la direction qu'on voudrait pour la France et l'Europe, ni environnementalement, ni avec un projet alimentaire cohérent. Pour arriver à sécuriser cette transition-là, pour nous, il faut déjà protéger les agriculteurs et leurs revenus. C'est-à-dire que la première base, si on veut arriver à faire évoluer le modèle, il faut avoir une base solide au niveau du revenu et une capacité à voir de quoi demain sera fait et comment est-ce que je serai capable ou non de passer les différents événements de transition qu'on va soit m'imposer ou alors qu'on va co-construire ensemble. Donc pour nous, pour arriver à protéger les paysans et leurs revenus, c'est la régulation des volumes, c'est la maîtrise des volumes et des marchés pour arriver à sortir de cette gestion actuelle ultra-libérale où la guerre économique fait foi partout et c'est le seul moyen pour les paysans d'espérer avoir un revenu demain. Le seul moyen, c'est de courir au volume, de courir aux hectares et de chercher à produire plus à n'importe quel prix. Donc ça, pour nous, c'est le premier pilier, régulation, maîtrise, pour avoir des prix. Le second, c'est un soutien aux actifs beaucoup plus abouti que ce qu'il n'est actuellement et que ce qu'il n'est proposé dans le projet actuel. Ça veut dire des aides à l'actif, non seulement sur les petites fermes, mais globalement sur la majorité des hectares. Il faut qu'on avance plus vers des aides aux actifs que vers des aides aux hectares pour arriver à soutenir la main-d'œuvre. Parce que si on veut réussir la transition, ça va demander plus de temps sur les fermes,
ça va demander plus d'agronomie, ça va demander plus de main-d'œuvre. Et cette transition-là, elle ne se fera pas avec plus de mécanisation ou plus de chimie ou plus de numérisation, mais elle se fera avec plus de bras paysans et surtout avec plus de têtes paysannes, c'est-à-dire des paysans capables de réfléchir sur leur système, sur leur modèle, de mettre en place des leviers agronomiques et techniques permettant de faire évoluer le modèle. Et ces deux piliers-là, régulation et aide aux actifs pour une transition, pour nous, ils vont de pair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu un recul important actuellement au niveau français sur les néonicotinoïdes, les insecticides tueurs d'abeilles, notamment sur la betterave. Pour nous, on l'explique, c'est-à-dire que une avancée environnementale comme l'interdiction des néonicotinoïdes, elle ne peut être pérenne que si dans le même temps, il y a une avancée économique, une protection des paysans. Et là, on a fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en même temps que d'interdire les néonicotinoïdes, on a dérégulé le marché de la betterave et du sucre au niveau français, européen et mondial. On a livré les paysans à l'agro-industrie et à cette course au moins cher. Et aujourd'hui, on nous dit le seul moyen pour continuer à produire et continuer à avoir des betteraviers, c'est de réintroduire les néonicotinoïdes. Alors que non, le seul moyen, ce serait de réintroduire de la régulation pour que demain, cette transition de se passer des néonicotinoïdes, elle soit plus facile et plus effective. Donc pour nous, c'est sortir de cette guerre économique, cette guerre du toujours plus au moins cher, et arriver à s'affranchir de toutes ces béquilles. Ces béquilles, c'est notamment les pesticides, c'est notamment les OGM. Donc pour terminer, voilà, on se rend compte que la souveraineté alimentaire, elle est insuffisamment questionnée et insuffisamment mise en avant dans ce projet de future PAC. Pour nous, la souveraineté alimentaire, elle ne peut être que paysanne, elle ne sera pas industrielle, elle ne sera pas commerciale. Ça veut dire que pour arriver à répondre à cet enjeu de souveraineté alimentaire, il faudra installer plus de paysannes et de paysans pour que demain, on arrive à fournir une alimentation de qualité, relocalisée et en écoute de ce que demandent les citoyens en termes de qualité de l'alimentation, mais de qualité de l'environnement également et de qualité des territoires. Et donc, ça veut dire, en premier lieu, sécuriser notre revenu, protéger les paysans, les sortir du libre-échange et les sortir de cette guerre économique. Donc voilà, on se rend compte que le chemin est encore long parce que la politique agricole commune, comme elle est construite aujourd'hui, n'est pas construite sur ces principes-là, mais à la Confédération paysanne et avec la plateforme citoyenne pour une autre PAC, on continue à travailler au niveau du gouvernement français pour essayer que le plan stratégique national qui va détailler la PAC au niveau français puisse être un peu plus ambitieux, en tout cas, que ce qui fait cadre commun aujourd'hui au niveau européen. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon salon de l'Ourama en espérant pouvoir être avec vous l'année prochaine ou à une autre occasion.